Bonjour, bonjour à tous. Luce Aquenin, donc je suis designer et ingénieure de formation. J'ai fait l'UTC à Compiègne et après j'ai fait l'ENSI les ateliers. Et j'en suis sortie il y a un an, un peu plus d'un an. Et je travaille depuis en tant qu'indépendante. Et puis le reste, je travaille la moitié du temps avec la chaire IDIS depuis le mois d'octobre en résidence pour mener le projet que je vais vous exposer ici. Globalement, juste pour que vous voyez un peu le type de projet et d'approche que j'ai, j'ai travaillé dans des contextes et à des échelles assez différentes, aussi bien pour un grand groupe d'édition scolaire que pour une start-up ou pour un laboratoire de recherche ou pour une administration publique. Et ce qui me semble intéressant, c'est que et c'est un peu ce que disait Emeline, c'est que je vais avoir une approche systémique et globale que peuvent avoir des designers qui font du design de service, sauf que je l'applique au champ de l'objet. Donc ça c'est de façon assez générale. Après, je travaille le plus souvent en impliquant, au maximum, j'essaye de travailler au maximum à des échelles locales. Ça c'est avant tout, je pense, un point de vue politique d'abord, mais en gros, je commence beaucoup et très souvent mes projets par une grande phase de terrain, d'où l'image, un des projets que j'ai mené. Et du coup, sur ces phases terrain, c'est vraiment une phase où je vais me nourrir et essayer d'analyser un peu le contexte dans lequel intervient le projet. Donc, je vais m'outiller d'outils de collecte propres, par exemple de l'ethnométhodologie ou des disciplines qui ne sont pas vraiment du design, mais qui permettent comme ça de capter. Je vais faire des reportages photos, de vidéos, des cartographies un peu sensibles du territoire, et ça va m'aider comme ça à venir dessiner dans un premier temps un paysage d'éléments qui vont être le support de réflexion pour la suite des projets. Et ça, c'est le premier point qui est effectivement pas commun. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis intéressée à la chaire IDIS. C'est parce qu'il y a cette envie de vraiment s'intéresser et se focaliser sur un territoire donné. Donc, dans le cadre de la chaire IDIS, j'ai d'abord fait cette phase de repérage et en m'appuyant sur la cartographie, qui est un des outils que développe la chaire. Et voilà, tous les partenaires industriels et universitaires qui ont pu être sollicités dans de précédents projets. Je vais y venir après. Et voilà, donc je me suis plus intéressée sur une région qui est la Haute-Marne, de fil en aiguille, mais voilà, l'important c'était juste l'aspect terrain qui est propre à ma pratique. Et puis après, c'est une image un peu premier degré, mais c'est pour dire que je travaille le plus souvent en impliquant les acteurs du projet. Donc ça va être les usagers, j'aurais pu mettre une photo du gamin avec lequel j'ai fait certains projets, mais là en l'occurrence les plus récents c'est avec des chaudronniers et des fondeurs, donc voilà. Et donc que ce soit avec un client pour une start-up ou pour le développement d'un projet plus de recherche, où du coup là ça va être plus des habitants, des entreprises, des personnalités du territoire. Là je vais à chaque fois essayer de les impliquer au maximum dans le projet. Et donc je m'intéresse pas mal à tout ce qui est méthode d'atelier participatif, avec toutes les nuances qu'il faut prendre aussi dans ces contextes-là. Mais en gros, je vais travailler pas mal par l'expérimentation, la fabrication, le prototypage, mais avec les gens. Ça me permet, en fait, l'intérêt de ça, selon moi, c'est déjà que ça permet d'avoir l'adhésion des acteurs du projet. Donc c'est tout bête, mais ça embarque les gens dans un projet collectif, quoi. Et puis, ça permet aussi de voir l'action du designer comme un déclencheur et pas comme une fin en soi. En fait. C'est-à-dire,
les objets ou les services ou les choses que je conçois, l'idée c'est qu'elles vivent sans nous. Et donc ça permet, en travailler comme ça, en impliquant les gens, ça permet une forme de capacitation, d'empowerment, si on peut, qui permet à un moment donné de transmettre son travail aux gens qui sont qui sont vraiment sur place. Ça permet de pérenniser l'action et les répercussions de ton travail sur un territoire. Donc, j'ai principalement travaillé sur des dispositifs de prise de conscience, de mise en capacité, de nouvelles formes pédagogiques, et que ça soit sur du service ou de l'objet. Voilà, ça, c'était pour vous dresser un peu mon approche, parce que ça me semblait un point de départ important sur le projet. Alors le projet que je voulais vous exposer ce soir, ça s'appelle l'atelier Faire Savoir. C'est donc le projet pour lequel j'ai été admis en résidence à la chaire. Et plus spécifiquement, je pense que je vais vous parler de la méthode de travail pour mener ce projet. Donc qu'est-ce que c'est que l'atelier Faire Savoir ? C'est un atelier de découverte d'un savoir-faire manuel pour inciter à l'orientation vers des métiers méconnus, des filières dévalorisées souvent, que sont les métiers, les savoir-faire manuels, et plus spécifiquement de l'industrie. Mais à la différence de de la plupart des dispositifs de découverte des métiers, le parti pris ici, c'est de s'ancrer dans une mise en pratique. Donc on met la main à la pâte, vraiment, à travers la fabrication d'un objet. Un objet plutôt de cohésion sociale. Voilà, donc c'est un objet qui fait sens pour une situation, un contexte social donné, mais qui a une vocation pédagogique. Donc je l'ai mis en place dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de mon diplôme à l'ENSI à la base, à Saint-Étienne. Alors ça c'était Nord-Pas-de-Calais. Ensuite à Saint-Étienne dans le cadre de la Biennale de Saint-Étienne de cette année. Et grâce à la chaire à Saint-Dizier, qui est en Haute-Marne, du coup à peu près 1h30 d'ici. Et à chaque fois, il y avait des partenaires vraiment très différents. Le principe de l'atelier, c'est un atelier sur un temps court, donc c'est max 2 jours, grand max, un week-end quoi, qui permettent à un parfait novice de découvrir, d'avoir un aperçu du métier en ayant la satisfaction d'avoir fabriqué quelque chose de A à Z. Avec un professionnel du métier, donc d'où l'image. L'objet prétexte finalement de la découverte, il est pensé et conçu de façon à ce que il permette ces apports pédagogiques et cette vocation plutôt de tisser du lien social avec une méthodologie qui est réplicable, qui a vraiment été pensée comme réplicable selon les territoires et les spécificités et savoir-faire régionaux. Donc en gros, fonction de l'endroit où je travaille, il va y avoir des compétences locales impliquées différentes. À Saint-Dizier, à Salomine dans le nord, je travaille avec de la chaudronnerie, à Saint-Dizier avec de la fonderie parce que les spécificités régionales faisaient que, et que les partenaires faisaient que, les plus motivés en tout cas étaient ces derniers. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des zones de flou. Donc initialement j'avais conçu un mobilier que vous voyez sur ces planches pour pouvoir installer l'atelier au plus près des flux d'habitants, genre sur une place de marché, dans une gare, peu importe, mais l'idée c'était d'aller vraiment vers les gens, de ne pas faire en sorte que les gens doivent se déplacer dans un tiers-lieu, Fab Lab ou autre, mais vraiment d'aller les chercher en ayant cet appât, si on peut dire, de la fabrication d'un objet d'usage courant qui parle à tout le monde. Je ne voulais pas faire des objets qui soient trop complexes à
expliciter en termes d'usage ou de fonction, mais vraiment quelque chose dont on connaît la fonction, simple à piger, et puis qu'on puisse fabriquer en un temps relativement court, quoi. Et donc ça, c'était le projet initial avec le volet méthodo et le volet mobilier. Dans le projet la réplication que j'ai faite avec la chaire, en fait, j'ai zappé et mis à l'écart la partie mobilier, et on a décidé de réfléchir à un mode d'intervention plus léger et de partir sur des partenariats avec des ateliers déjà équipés. Donc c'est une autre approche. Cette fois-ci, on n'apporte pas l'atelier et les outils dans la rue. On travaille avec des partenaires locaux qui ont les équipements, les outillages nécessaires, quoi. Et donc là, on a travaillé avec des entreprises et des centres de formation. Alors pourquoi valoriser les métiers de la main ? Vaste question. Parce que la France regorge de savoir-faire et de métiers assez uniques qui disparaissent. Il faut savoir qu'il y a 60% des artisans aujourd'hui qui mettent la clé sous la porte au moment de la retraite parce qu'ils n'ont pas de repreneur. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. La pérennisation de leur activité, quoi. Ensuite, parce que beaucoup des métiers manuels sont des métiers qu'on dit des métiers en tension. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Enfin, en gros, les entreprises demandent plus de candidats au centre de formation que ces derniers n'ont d'inscrits. Donc, en fait, il y a vraiment plus d'offres plus de demandes que d'offres. Plus d'offres que de demandes. Et ensuite, parce que les filières techniques et professionnelles, plus globalement, sont perçues comme des voies de garage, quoi, pour des élèves en difficulté scolaire. Et il y a de plus en plus de gens avec des bac plus 5, bac plus, qui se réorientent en fait vers les métiers plus manuels ou techniques parce que, faute d'avoir été orienté correctement, parce que en gros, quand on a des bonnes notes à l'école, on doit faire une filière générale, un bac S et pas se poser de questions. Et moi, je crois au contraire qu'il y a un vrai manque dans le système d'orientation actuel et que les métiers manuels sont vraiment porteurs d'avenir dans une société qui devra faire avec des solutions plus locales, plus résilientes, plus... voilà, moi c'est vraiment sur cet aspect-là que j'avais envie d'intervenir. Et puis aussi, là c'est plus d'un point de vue philosophique, j'ai envie de dire. Je crois que les métiers manuels ont le pouvoir de donner la capacité de faire soi-même et de reconnecter un peu la main et l'esprit. Donc maîtriser un savoir-faire manuel, même si après on n'embraye pas sur une formation, ça nous permet de faire des choses chez soi en fait, de bricoler, réparer, voilà. Et en fait, du coup, la volonté de cet atelier, c'était aussi d'aller chercher des gens, de les sensibiliser à certains savoir-faire pour aussi, donc, soit créer des vocations vers des métiers, soit déjà avoir une première appréhension de certaines techniques, quoi. Donc là, c'est plusieurs types d'artisans ou d'industries qui ont été impliqués sur les projets. Ça, c'est à Saint-Dizier, la fonderie Saint-Dizier. Là, c'est le lycée professionnel Le Marais à Saint-Étienne. Ça, c'est un tourneur-soudeur amateur de garage, mais qui faisait quand même des pièces de moto plutôt sérieuses. C'est simplement pour montrer les différentes échelles qu'il peut y avoir entre l'industrie, le centre de formation et l'artisan qui fait un peu en mode perruque, je ne sais pas si vous connaissez le terme, qui travailler avec des outils de son entreprise, mais chez lui au black, quoi. Donc ça s'infiltre en fait, les savoir-faire manuels s'infiltrent dans de la sphère professionnelle à la sphère privée. Et les limites, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, les systèmes d'orientation, c'est des flyers à Pôle emploi, au mieux
réunion post-it pour que tu réfléchisses à ton projet professionnel, et une vidéo dans un espace métier pour t'expliquer c'est quoi tel ou tel métier. Mais c'est extrêmement déconnecté d'une expérience vécue, en fait. Et du coup, il y a plein de gens qui s'orientent vers des métiers sans savoir vraiment où ils vont, quoi. Enfin, c'est vraiment assez fou, mais il y a plein de tuyauteurs industriels, de soudeurs, de machins qui n'avaient jamais testé avant de se lancer dans une formation d'un an, quoi. Moi, je voulais remédier à ça et vraiment proposer un système qui passe par la matière, par l'expérience, et en étant accompagné, parce que c'est vraiment pas l'idée de fait tout seul, on met des tutoriels en ligne, mais c'est vraiment en étant accompagné par un professionnel du métier, découvre quelque chose à travers, voilà. Donc je vais reprendre les grandes étapes du projet. Oula, vous voyez pas grand chose. Il y a 5 points. Une première étape avec des habitants en haut. Une deuxième étape avec les professionnels du métier. Une troisième qui est l'atelier. Quatrième, visite de l'entreprise ou du professionnel en tout cas. Et cinquième, événement sociabilisant, on va dire, fête de quartier ou autre. Je vais revenir sur chacune de ces étapes, ça va faire beaucoup plus sens. Donc déjà, il faut s'ancrer dans un écosystème local. C'est pas facile. Concrètement, ça veut dire déjà au bureau, je vais revenir d'abord. Ouais, déjà au bureau, collecter des informations sur des actions pédagogiques qui ont pu être réalisées sur le territoire. Quelles sont les entreprises locales qui mettent l'accent sur des savoir-faire manuels. Quelles sont les statistiques régionales sur les métiers en difficulté de recrutement. Voilà, tout un travail de documentation concrètement. Ça, c'est le travail plus en bureau. Et puis sur place, ensuite, il y a repérage, rencontres, visites d'entreprises, d'industriels, d'associations, de musées qui souhaitent entretenir les patrimoines locaux. Souvent, ça passe par des intermédiaires. Tu passes par soit des clubs d'entreprises, soit les musées souvent regorgent d'associations qui vont promouvoir telle ou telle technique. Les référents formations aussi dans les entreprises sont souvent à relais et connaissent pas mal de monde aux alentours. Donc voilà, faut trouver des personnes relais en fait dans les entreprises et sur les territoires qui permettent de pressentir une possible collaboration avec le partenaire. Beaucoup de ressentis dans cette phase terrain, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est important de sentir, c'est que pour chaque territoire, il y a des partenaires complètement différents. Ça, c'est sur le projet tel qu'il a été fait concrètement à Sallaumines, parce que entre la théorie et la pratique, il y a aussi une grosse marge. En théorie, mon atelier, il était sponsorisé par Festool, et puis il y avait des financements à la fois publics-privés. J'avais essayé de faire varier un peu les différents partenaires possibles. Dans la pratique, si je reviens à ce qui s'est fait vraiment, il y a eu une maison de la culture, un centre d'art culturel local, une association d'insertion pour jeunes, l'AFPA, qui est un centre de formation, et l'ENSI, bien entendu, mon école, qui m'a sponsorisé, entre guillemets, vu que j'ai travaillé gratuitement sur ce projet. Et puis on a eu des déchetteries et des recycleries qui ont évidemment contribué au projet. Ça, c'est le format à Sallaumines. Le deuxième, à Saint-Dizier, c'était avec beaucoup plus d'acteurs. La Chéridis, déjà, avec les SAD. Le pôle formation des industries technologiques de Champagne-Ardenne. Alors ça, c'est en gros le CFAI, donc c'est un centre de formation. L'IFTS à Charleville, qui est un Fab Lab. GHM, qui est une fonderie en Haute-Marne.
et l'école de la deuxième chance et la mission locale, qui sont des structures d'insertion socio-professionnelle. Les invariants dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il faut à chaque fois des compétences techniques, donc c'est le monsieur avec un marteau, la main avec un marteau, donc des gens qui savent les techniques ou les savoir-faire, les métiers en question. Il faut des équipements, des outillages. Les équipements, c'est des établis qui tiennent la route, l'outillage, voilà, ça dépend du métier, mais autant dire que pour un chaudronnier, c'est plus facile que pour un fondeur. Et enfin, il faut une connexion avec le quartier, avec les habitants, pour soit les futurs apprentis lors de l'atelier, parce qu'il faut bien recruter à un moment donné les participants, soit sur les ateliers amont de réflexion, mais il y a vraiment un lien fort et un intermédiaire important à trouver sur le lien avec le quartier. Donc à Saint-Dizier, concrètement, on a travaillé avec, je vous l'ai dit, la GHM. La GHM, vous pouvez regarder, là, j'ai ramené le catalogue. Ils font tout ce qui est candélabres, mobilier urbain, fontaines, kiosques, bancs publics, bornes dans la rue, ils font tout ce qui est dans la ville. C'est eux qui font les bouches de métro Guimard à Paris, c'est eux qui font les fontaines Wallace, si vous connaissez, avec les petites naïades comme ça vertes. Ils font un nombre incommensurable de choses, des statues, des choses comme ça. Et ensuite, il y avait le CFAI, donc le pôle formation des industries d'Annonay, qui, eux, ont un fort pôle fonderie à Saint-Dizier, du fait que c'est vraiment une région de grosses industries de fonderie. Contrairement aux Ardennes, où par exemple, là, c'est vraiment plutôt des petites PME, des structures plus à taille humaine. Là, en Haute-Marne, c'est du gros, quoi. Donc il y a vraiment un besoin de recrutement au CFAI, d'apprentis en fonderie. Et eux, ils étaient vraiment intéressés par le projet parce qu'ils menaient une action qu'on appelle contrat de ville. Concrètement, c'est en partenariat entre la ville et l'État qui mutuellement sponsorisent une action sur des thématiques particulières et principalement dans les quartiers politiques de la ville. Donc c'est les quartiers difficiles voilà. Et donc eux, ils devaient faire une action pour faire découvrir les métiers de leur centre de formation dans un quartier difficile de Saint-Dizier qui s'appelle le Verbois. Et donc moi je suis arrivée à ce moment-là, je leur ai proposé le partenariat et ça a pris comme ça. Et c'est grâce au CFAI que tout le reste ensuite s'est déclenché. Il faut savoir que le CFAI, aujourd'hui, ils ont 3 élèves en terminale, bac pro fonderie, 2 élèves en seconde. Ils n'ont personne en première et ils sont en manque de recrutement, quoi. C'est du sérieux, quoi. Ensuite, il y avait l'école de la deuxième chance et la mission locale. Et derrière, là, vous voyez la MJC. Alors, la mission locale, vous connaissez peut-être, c'est une structure qui se fait l'intermédiaire des jeunes entre 16 et 25 ans pour faire... souvent, c'est le pôle emploi des moins de 25 ans, quoi. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a en plus pas mal d'autres services qui sont rattachés et qui permettent de découvrir plein de choses. Voilà. Et il y a l'école de la deuxième chance, qui est une structure d'insertion socio-professionnelle qui travaille avec des jeunes sur la même tranche d'âge, c'est 16-25. Sauf que c'est vraiment les gens qui sont en décrochage. Il faut qu'ils soient sortis du système scolaire depuis plus d'1 an. Donc ils sont hors cadre, hors circuit, et eux, ils font un travail, un accompagnement un peu atypique, personnalisé pour le coup, pour essayer de remettre les jeunes soit dans une formation, soit dans une entreprise, soit dans un travail.
Et la MJC, c'est une MJC à Saint-Dizier, ça s'appelle l'Espace Bragard. Et c'est à eux, en fait, qu'on va donner l'objet à la fin de l'opération. Donc, en l'occurrence, vous allez le voir par la suite, c'est un barbecue qu'on leur lègue. Ensuite, il y a eu l'IFTS, je vous l'ai dit, qui nous a aidés sur une étape spécifique du projet. C'est pas un acteur local vraiment. Tous les autres sont vraiment à Saint-Dizier, quoi. Vraiment sur le secteur dans 20 km de Saint-Dizier. L'IFTS, ils sont à Charleville, dans les Ardennes, donc c'est pas bon. Mais il se trouve qu'ils ils sont pas mal en lien avec les centres de formation de toute la région Grand Est. Et ils ont des capacités machines assez fascinantes. Donc on a travaillé avec eux pour l'étape de modèles. Donc les modèles, c'est ce que vous avez, ce que j'ai ramené là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une fois qu'on a tous les partenaires, c'est bon, tout le monde a signé les conventions, l'objectif c'est de faire des objets qui fassent sens pour un territoire donné et pour ses habitants, bien entendu. Donc concrètement, j'ai travaillé avec l'école de la deuxième chance sur cette étape-là pour essayer de définir avec eux quel objet on allait fabriquer, le nommer. Donc on a procédé en plusieurs étapes pour essayer de faire accoucher finalement les jeunes de l'idée de l'objet. La première étape, c'était d'abord visite du quartier et reportage photo. Chacun avait un appareil photo, on a fait le tour du quartier, on a essayé d'imaginer, de faire des repérages sur les activités collectives, les lieux où il y avait des rassemblements, les lieux où c'était moche et ghetto. Voilà, on a essayé de dresser un peu un panorama du coin. Là, c'est un moment où les jeunes nous racontaient qu'ils trouvaient que le stade était vraiment génial. Et donc là, c'est typiquement un espace de sociabilisation où on sait que si on fait quelque chose autour du stade, ça peut créer l'adhésion de plein de jeunes du quartier, quoi. Ensuite, il y avait des petites observations comme ça, genre en face d'un espèce de thé, salon de thé, il y avait un petit barbecue, il y a des espaces comme ça dans le Verbois où c'est des sortes d'anciennes aires de jeu qui étaient autrefois à la charge des bailleurs sociaux, en fait, des gens qui ont les immeubles et les HLM. Et en fait, ils ont décidé de concentrer tous les jeux pour enfants dans des parcs. Et donc, en fait, ça fait des espaces comme ça qui sont vides. Et quasiment au pied de chaque immeuble, tu as des sortes d'arènes ou d'espaces comme ça qui sont du coup des espaces de squat ou des espaces intéressants en tout cas à exploiter comme lieu de vie, quoi. Donc on est venu avec cette visite de terrain dessiner, on avait une grande carte au sol, on est venu pointer sur la carte quels étaient les éléments intéressants à mobiliser. Il y a une forte adhésion pour le poulet du marché du dimanche. Voilà, des éléments comme ça qui pouvaient être super intéressants à exploiter. Donc on les a pointés sur la carte et on en a rajouté au fur et à mesure. On a rajouté les photos qu'on avait faites, bien entendu. Et les plus et les moins, et je vote pour tel coin. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ces spots, on a fait un travail plutôt de jeu de rôle. Où en fait l'idée c'était que les jeunes se mettent dans la peau d'habitants du quartier, d'autres âges, d'autres sexes, d'autres nationalités, et du coup les projeter comme ça, s'intéresser au point de vue de quelqu'un d'autre, c'était une étape intéressante en fait. Donc il fallait qu'ils jouent le rôle, qu'ils l'incarnent,
et les autres devaient lui poser des questions sur quelles étaient ses activités, quelles étaient... est-ce que quand il amène ses enfants à l'école, il va jouer après au parc, machin, et ah oui, et du coup il fait quel chemin, et donc voilà, en fait on a essayé de faire ressortir comme ça des activités sociales que pouvait faire une femme au foyer, voilà, mère de deux enfants, un vieux papy qui fait du jardinage dans les jardins partagés, le vendeur de kebab, voilà. Et ça nous a permis de lister un panorama d'activités sur lesquelles après on est venu brainstormer sur quels étaient les objets dont on pouvait avoir besoin pour faire telle activité à tel endroit, sur tel spot. Et on avait plein de propositions. Je l'ai pas, excusez-moi, j'ai pas mis la slide. Si, attendez, excusez-moi, c'est bizarre. Oui, pardon. Excusez-moi. Hein. Ça, c'était les... Ouais, du coup, vous l'avez pas vu. À Salomie, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était les partenaires. Ça, c'est les partenaires à Saint-Dizier. Et donc, des objets qui font sens. Donc, j'ai commencé par vous raconter sur Saint-Dizier comment on a procédé. Et donc voilà, typiquement, à la fin du brainstorming, on avait plein de pistes comme ça. Ça, c'est un extrait du document de présentation que j'ai fait au fondeur, où il y avait plein de dessins, de mots, de choses, et on avait imaginé une cabane cinéma, un barbecue four à pain, des gradins, sortes de tabourets pour le match de foot, des panneaux de graphes, des trucs pour faire une buvette. Bon voilà, il y avait plein de propositions, mais en gros à peu près 5, que moi j'ai synthétisées dans des formes qui étaient possibles de faire en fonte. Voilà. Et je leur ai proposé du coup j'ai mélangé tous mes trucs dans la presse. Mais donc voilà, en gros il y avait plusieurs propositions d'objets. Juste pour information, dans le Nord, j'avais fait le même travail, donc pas avec des jeunes de l'école de la deuxième chance, je l'avais fait avec des parents d'élèves, et on avait comme ça décidé de travailler sur des mobiliers de braderie et de fêtes de quartier, parce que le Nord, c'est vraiment... les braderies, c'est vraiment quelque chose de typique du Nord, c'est une sorte de brocante gigantesque où c'est la fête de la frite. Et en gros, on avait décidé de travailler sur le tréteau à la suite de ces réflexions avec les mamans, c'était des parents d'élèves en fait. Donc voilà, juste pour faire le parallèle, je pense que je vais faire le parallèle entre ce que j'ai fait dans le Nord et ce que j'ai fait à Saint-Dizier un peu en permanence. Donc un designer qui fait avec, c'est l'étape 2. Donc, une fois qu'on a défini quel objet on va fabriquer, donc dans le Nord, on a décidé on travaillait sur un tréteau. À Saint-Dizier, on avait 5 pistes. Pour trancher sur la piste, j'ai demandé aux fondeurs de m'aider. Je leur ai présenté les 5 pistes. C'était des planches comme ça. Et on a décidé de travailler sur le barbecue. Donc, tréteau, barbecue. Pourquoi je vous dis que je travaille avec les gens ? Il y a plusieurs étapes, hein, bien entendu. Une fois qu'on a défini l'objet tréteau, moi j'ai travaillé pas mal en atelier, en maquette, en dessin, comme vous le faites aussi ici. Je mettais directement ça en pratique et je testais les formes. Sauf qu'après, j'allais les confronter aux chaudronniers. C'est-à-dire j'allais les voir dans le Nord et je leur faisais je leur mimais en carton, par exemple, les différentes étapes de fabrication que j'avais faites. Donc ça, c'est un des échanges avec les chaudronniers qui sont en fait des apprentis en formation chaudronnerie, mais
qui sont plutôt jeunes, mais qui avaient envie de jouer le rôle de prof sur l'atelier. Donc là, c'était vraiment sur du bénévolat. Donc en fait, c'était des apprentis, mais futurs formateurs. Et c'est avec eux que j'ai dessiné vraiment l'objet par des jeux d'aller-retour. Ça, c'était à Saint-Étienne, toujours pour vous parler de ces allers-retours avec les hommes de métier, hommes ou femmes de métier. Quand j'ai répliqué l'atelier à Saint-Étienne, c'était pour vraiment l'expérience biennale, on a monté un truc avec des partenaires locaux, c'était un lycée technique local. Ils n'avaient pas du tout les mêmes outils qu'on avait fait Enfin, ils n'utilisaient pas les mêmes techniques et les mêmes outils que ce qu'on avait fait dans le Nord. Donc on a adapté, en fait, à leur process et leur technique de fabrication. Et on en est venu à un tréteau, qui est... Là, c'est bien cramé l'image, mais le tréteau, c'est ce que vous voyez à gauche. Et le tréteau permettait de voir toutes les techniques que vous voyez à droite, à savoir ce qui est invisible. Les questions de sécurité, le disquage, la découpe, les systèmes de gabarit, de perçage, de cisaille, débavurage, pliage, riftage, boîte de découpe. Bon, voilà, on voyait un certain nombre de techniques, vraiment techniques de base. C'était pas une vision exhaustive du métier, bien au contraire, mais déjà à travers un objet qui peut servir à tout le monde, on voit un certain nombre de choses. Donc voilà, ça c'était sur l'objet tréteau. Et maintenant je reviens sur Saint-Dizier, l'objet barbecue. Même chose, travail d'échange et d'aller-retour avec les fondeurs, du coup cette fois-ci. On a choisi l'objet barbecue. Et on a fait pas mal de séances de croquis et de dessins échelle 1 avec les fondeurs. Là, vous en voyez quelques petits bouts. J'ai fait des observations en entreprise, donc à la fonderie GHM, pour voir un peu quelles étaient les techniques et astuces qu'ils utilisaient dans la pratique, en fait, la différence entre théorie et pratique, quoi. Ce que vous voyez là, c'est des mâts de tramway ou de luminaire. De luminaire peut-être plutôt. Ça c'était une espèce de pièce d'angle. Et donc voilà, les techniques pour se mettre à hauteur, les techniques pour bricoler quand on a cassé un moule et réparer ça. Voilà, c'était un peu ça que je voulais observer chez eux. Et du coup, j'ai bien découpé finalement le processus pour en faire ressortir les différentes étapes et outils et techniques que je voulais illustrer à travers le barbecue. Je vous montre quelques images en fait des étapes intermédiaires en fait, parce que je pense que c'est toujours intéressant. Ça, c'était la première image que j'ai envoyée aux fondeurs pour leur expliquer le concept qu'on allait développer ensemble. L'idée d'un banquet, un barbecue plutôt nomade pour s'éviter un peu les contraintes d'installation dure dans la ville. Du coup, un barbecue qu'on peut installer dans un parc, sur un banc, voilà. Et on avait un moitié plancha, moitié grille de barbecue, avec des accessoires. On a eu pas mal d'échanges comme ça. Tout ça, c'est que des scans, des échanges entre les fondeurs et moi. Je leur envoyais des petits dessins pour comprendre comment, pour telle forme, ils procédaient. De façon à ce que je m'assure que je fasse bien une forme qui illustre tel et tel processus, telle et telle technique de fabrication en fait. Donc voilà, pour faire une forme comme ça, on va faire ce qu'on appelle des modes battus avec le processus tel que vous voyez en haut à gauche. Quand on fait une forme plutôt évasée, ça va être une autre technique, quoi. Donc, et à droite, c'est ce que le fondeur me répondait, pareil en mode scan et puis échange téléphonique, quoi. Ça, c'est quand on a avancé un peu plus dans les détails, les échanges aussi et croquis au fur et à mesure. Ça, c'est quand j'ai commencé à avancer en 3D. Tout ça, c'est allé très très vite. On a fait la conception en l'espace de 3 semaines.
Et une fois que j'ai eu fini la modélisation 3D, que les fondeurs l'ont validé, je l'ai envoyé à l'IFTS, donc au Fab Lab, qui nous a usiné ce bébé, et donc en fait qui est un modèle en strates, c'est-à-dire en gros ils ont découpé, ils ont usiné à la fraiseuse numérique différentes couches de médium pour minimiser la perte de matière en fait. Parce que bien entendu, on n'allait pas prendre une planche de médium haute comme ça ça aurait fait un gâchis monstrueux de matière. Donc c'est le moment où je peux vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et ça c'est donc le modèle en aluminium, le barbecue qui a été finalement coulé. Donc il y avait une zone plancha, une grille et une zone pour faire des gaufrettes. Et ça permettait de découvrir toutes les techniques qui sont marquées à droite, qui sont des techniques, voilà, encore une fois, de base de la fonderie. Même parallèle que pour le tréteau, une liste d'outils et techniques et l'objet qui y répond. Comment ça marche la fonderie? Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, on a une première pièce qui est ce qu'on appelle un modèle. Ça peut être une pièce en fonte, en aluminium, en plastique, en bois, peu importe. Ça dépend de la durabilité que tu veux donner à ton modèle. Parce que bien entendu, en métal, ça va durer super longtemps, en impression 3D moins. Le principe, c'est que tu vas prendre l'empreinte dans du sable qui est mélangé avec de la résine et des produits chimiques qui va durcir. Ensuite, tu prends l'empreinte dans l'autre sens et ensuite tu retires le modèle. Tu as l'empreinte dans deux parties, tu refermes. Tu as évidemment tout un tas de dispositifs de coulée qu'on appelle ça, qui sont en gros comment le métal va être acheminé jusqu'au logement. Mais en gros, le principe, c'est que tu as l'empreinte des deux sens, tu fermes, tu coules du métal qui va du coup prendre la forme de l'empreinte, du vide dans ton sable. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les modèles en bois et en impression 3D. Là, vous voyez le modèle de la plancha gaufrette, qui est là. Là, il y avait une grille. Et ça, c'était le modèle de la presse avec le manche qui doit aller là. Pour qu'on puisse dupliquer et avoir que tous les partenaires aient un modèle et que ce soit plus durable, on a répliqué en fait ce modèle-là en aluminium. Donc on en avait plusieurs. Ça, c'est les modèles alu. Et c'est avec ces modèles aluminium-là qu'on a travaillé pour faire l'empreinte dans le sable, dans les deux sens, etc. Parce que c'était beaucoup plus facile et moins fragile à utiliser que les modèles en bois. Des savoir-faire à découvrir et à transmettre. Tout le monde n'est pas pédagogue. Et comme je ne m'adressais pas qu'à des enseignants, c'est pas que les enseignants qui ont joué le rôle de profs et de formateurs sur les ateliers, ça a été des apprentis. À Saint-Dizier, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est les élèves de terminale qui ont joué le rôle de prof. Bon voilà, selon les contextes, c'est pas forcément des enseignants, ça peut être des gens, des ouvriers ou des bénévoles d'associations, voilà. L'idée, c'était de leur donner quand même des guidelines pour qu'ils puissent mettre l'accent sur certains points qui étaient un peu complexes à comprendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des documents comme ça pour finalement leur servir on appelle ça une gamme de fabrication, c'est donc un guide qui explique le processus, vraiment les différentes étapes de fabrication. A priori, c'était un document qui était à destination de l'enseignant, en fait, vraiment pour lui servir de trame. Ça, c'est la version pour la fonderie. Je vous les ai ramenés là, si vous voulez les feuilleter pour vraiment bien comprendre les étapes de fabrication.
Et ça, voilà, ça permettait de remettre un peu l'accent sur certaines choses qui sont complètement intégrées et digérées par les gens qui sont dedans, en fait. Ils utilisent des termes, vraiment un langage, un lexique qu'il faut tout traduire, quoi. On ne dit pas tasser le sable, on dit serrer le sable. On ne dit pas que le sable il a durci, on dit qu'il a pris. Bon, c'est que des exemples comme ça, mais voilà, il y avait plein de jargon aussi à faire expliciter pour que quelqu'un qui est pur novice, qui n'a jamais mis les pieds dans une fonderie, il n'ait pas peur. Voilà. Donc j'ai travaillé sur ces documents-là pour aussi, encore une fois, pérenniser l'atelier en dehors de mon action. Parce que mon action, elle est sur une action ponctuelle. On a fait un atelier de 2 jours. Mais demain, s'ils veulent le faire, le reproduire, ils ont les guides de fabrication, ils ont les modèles en aluminium, ils n'ont pas besoin du designer. Moi, mon intervention elle est vraiment sur la conception, c'est ça que je valorise comme travail, et pas l'animation. Je ne me prends pas pour un artisan que je ne suis pas, quoi. Alors, il y a des ratés aussi. Ça, c'est le modèle de la grille. Vous voyez qu'il n'aligne pas. C'est parce qu'effectivement, faut tester, en fait. Il n'y a pas de miracle. On a fait des modèles en bois. Le bois, ça gonfle avec l'humidité. Le sable, il ne sort plus. Le modèle, il ne voulait plus sortir, donc on a dû le détruire. Mais donc voilà, en gros, c'est pour dire qu'avant l'atelier, on fait au maximum de tests des différentes étapes de fabrication pour vraiment limiter la casse et que les profs soient vraiment à l'aise sur tout le processus. Ça paraît bête, mais à Saint-Étienne, on avait fait l'atelier test au mois de janvier. On a fait l'atelier pour de vrai au mois d'avril. Ils avaient tout oublié. Bon, du coup, ils prenaient le guide. Ils étaient obligés de repasser par cette étape-là pour pouvoir vraiment transmettre. Et ils étaient moins à l'aise, du coup. Moins fiers d'être chaudronniers, quoi. Test, ça c'est la première grille. Test de coulée. Donc vous voyez, ce qu'il y a en bas, c'est les châssis qui sont empilés en fait, dans lequel il y a du sable qui est durci, avec un trou pour la forme de la cuve. Et on vient couler le métal en fusion dans une espèce d'entonnoir qu'on appelle un bassin de coulée. Et les gros poids que vous voyez sur le sable, c'est pour empêcher que le sable remonte. Parce qu'en fait, la pression en fait, du métal chaud est tellement forte que parfois ça soulève le sable et du coup ça casse le moule. Il a fallu que je briefe les tuteurs, donc les formateurs. À Saint-Dizier, l'atelier était constitué de 3 binômes. On avait pour chaque binôme donc 2 jeunes qui découvraient la fonderie, qui venaient de l'école de la deuxième chance et de la mission locale, encadrés par un élève de terminale en bac pro fonderie. Et puis on avait un élève de l'école de la deuxième chance qui prenait des photos de chaque étape de fabrication. D'ailleurs, il y a certaines photos qui sont d'eux. Et donc, l'idée c'était qu'ils soient immergés dans l'atelier, mais qu'ils y soient conduits par quelqu'un qui est à peu près de leur âge, qui a leur expérience, qui sait. Et ça passe beaucoup mieux en fait les informations quand c'est par les élèves de terminale que par moi par exemple. J'ai pas du tout la légitimité et c'est un truc qui est intéressant aussi à comprendre en atelier. Donc il a fallu que je briefe les formateurs. Et puis j'ai essayé de mettre en place une espèce de signalétique, enfin même pas une signalétique dans l'espace d'atelier pour essayer de nommer les machines.
et les zones d'atelier qui sont parfois assez dures à se représenter. Il y a plein de machines partout, on ne sait pas forcément les nommer, on ne sait pas forcément où je dois aller pour faire ma pesée de sable, pour faire mon dosage. Donc voilà, on est venu dans un premier temps, sur les premiers temps de l'atelier, on a fait le tour de l'atelier avec les jeunes et ils sont venus installer la signalétique en fait au fur et à mesure pour vraiment bien identifier les zones. Et puis voilà, l'atelier en tant que tel qui s'est déroulé du coup les 2 et 3 mai, la semaine dernière. À gauche le moulage, à droite la coulée. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'en fait l'atelier il a effectivement permis de déguiser l'attention des jeunes de l'école de la deuxième chance et de la mission locale, mais c'était surtout intéressant, aussi intéressant pour les élèves de terminale en fait, qui ont dû jouer le rôle de prof et qui étaient super fiers de cette expérience et de transmettre ce qu'ils savaient. Et c'est rigolo, il y en avait qui savaient vraiment tout de suite comment faire prof, d'autres qui avaient beaucoup plus de dextérité et plus de mal à transmettre. Et donc voilà, il y avait des jeux de personnalité comme ça très, très variés. Voilà, quelques vues de l'atelier. Et ça, c'est le barbecue complet qui a été... Enfin, il manque les trous dans la paroi latérale et les anses. Puisque vous l'avez peut-être pas compris, mais en fait, il y a 2 anses qui sont là portées en fait, à 2 personnes. Donc ça fait quand même 30 kg l'objet en fonte. On peut difficilement le soulever tout seul. Donc, voilà. Et à la fin de l'atelier... à la fin des 2 jours, on a fait une visite dans l'entreprise pour que les jeunes puissent retrouver finalement ce qu'ils ont vu en atelier tout petit, dans l'atelier fonderie du centre de formation, à l'échelle industrielle, avec la fonderie GHM. Et là, c'était super parce que tous les jeunes étaient bluffés et ils comprenaient tout, ils étaient vraiment dedans, quoi. Et bon, les élèves de terminale, bien entendu, ils étaient super contents parce qu'ils n'avaient pas fait forcément des visites d'entreprise pendant l'année. Quelques vues de l'atelier précédent dans le bassin mini Nord-Pas-de-Calais. Donc ça, c'est les tréteaux qui ont été réalisés lors des 2 ateliers. Une vue du premier atelier à Salobine, du 2e à Los-Angeles, du 3e à Saint-Étienne. Et quelques vues de l'atelier encore à Saint-Étienne. Après, j'avais quelques outils en vrac. Mais c'est si vous avez des questions, en fait, c'était des outils terrain, comment j'avais procédé sur les étapes vraiment amont de repérage dans le Nord. Et quelques explications aussi sur les mobiliers, si vous voulez que je vous en dise plus, je pourrais revenir dessus. Mais je pense que le plus intéressant aussi, c'est que vous me parliez aussi de ce qui vous a interpellé. Si vous voulez jeter un coup d'œil aussi aux maquettes et aux catalogues, aux objets. Là, vous avez d'autres objets en France. C'est partout. La cocotte en fonte jusqu'au poignée de porte. Tu peux faire passer ça, c'est les documents qui ont été utilisés, les guides qui ont été utilisés en comment on rend des guides finalement assez complexes, compréhensibles par un novice. Si vous avez des questions, vous avez un temps. Oui, et puis là, vous avez aussi mon carnet de bord. Sur comment je procède à la chaire complètement jour par jour, avec des échanges de mails, de cartes, de croquis. Là, je suis dispo.
Alors, du coup, ça se monte avec des gens et des partenaires. C'est cette slide-là. Là, concrètement, c'est les flux d'argent. Donc, c'est-à-dire, la Chéridis le paye pour réfléchir à la conception de l'objet. Le pôle formation ramène des compétences techniques et son équipement et son outillage. Il le met à disposition. Donc, j'avais quand même un fondeur qui était mis à disposition par le centre dans le cadre du projet Contrat de ville. Donc, ce que je vous ai expliqué, comme ils avaient reçu des sous de la mairie, ils ont pu l'allouer à un petit budget au fondeur qui m'a accompagné. L'entreprise, Fonderie GHM, ils nous ont filé la matière première. C'est-à-dire, en fait, la fonderie, ça se recycle à l'infini, la fonte, pardon. Mais au bout d'un moment, c'est de la fonte de super qualité, donc ils nous ont filé des lingots de fonte pour faire l'atelier. Et puis il y avait également un fondeur qui était aussi sur le projet. Ah non, on ne le voit pas sur les images, mais du coup j'avais deux référents en fait fondeurs, un de l'entreprise, un du centre de formation. L'IFTS, ils ont fait presque gratuitement le modèle. En contrepartie d'une collaboration avec des élèves de l'école dans l'année qui va venir. Les jeunes, l'école de la deuxième chance et la mission locale, ils nous ont fait le repérage et donc c'est du temps en fait, c'est du temps homme. Ils ont sélectionné les jeunes pour l'atelier. Du coup, c'est l'ensemble de ces partenaires-là qui chacun contribue à sa manière au projet. Voilà, dans le Nord, la matière première venait d'une déchetterie. C'était des tôles de récup de machines à laver et autres. L'outillage pouvait très bien être sponsorisé, voilà, comme je disais, par Leroy Merlin qui a tout intérêt à valoriser en fait ces outillages auprès des professionnels. Et les centres de formation, eux, ils font déjà des actions de sensibilisation. La seule différence, c'est que là, je le fais avec eux, quoi. Et la plupart du temps, sur les actions de découverte des métiers, les centres de formation sont un peu démunis sur les choses à faire faire aux gens. Et ils font faire un porte-clés, une petite médaille, des trucs qui servent à rien, quoi. Donc là, l'objectif, c'était de faire que ces objets, ils servent à quelque chose pour le quartier, au lieu que ce soit des prétextes qu'on vient détruire et qui n'ont aucune fonction par la suite, quoi. Ça, ce sont des montages qui sont assez compliqués en fait à obtenir et ça travaille depuis le mois d'octobre, pas longtemps, mais elle travaille depuis le mois d'octobre en fait pour arriver à rencontrer les bons partenaires sur le territoire qui vont faire que cette action-là devienne possible. Et ça, vraiment c'est super intéressant pour vous d'avoir bien ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois d'être sur le terrain pour rencontrer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'interlocuteurs différents. Parce que là, il vous a tout de suite présenté que ça s'est implanté dans la fonderie, mais ça a été une quantité incroyable d'autres entreprises et d'autres techniques de savoir-faire manuel en fait. Et donc intégrer bien cette dimension de la temporalité en fait, parce que je pense notamment à vos diplômes auxquels vous serez confrontés un jour. Et ce temps-là de recherche des bons interlocuteurs, des bons matériaux, du bon partenaire qui sera vraiment utile pour votre projet, ça prend énormément de temps en fait. Et plus on travaille ça en fait, et plus on développe une bonne capacité en fait à trouver un peu plus rapidement, j'ai envie de dire, s'adresser aux bons intermédiaires. Comment trouver la bonne information. Et quand on commence, ça prend énormément de temps. Et là, Luce, elle a déjà cette pratique-là. Finalement, les 6 mois, elle a été très rapide en fait, je dirais. Mais sachez que quand on commence, ça prend encore beaucoup plus de temps. Et cette façon-là de travailler aujourd'hui pour un designer, elle est quasiment. Ça
Oui, et pour... il y a aussi, pour revenir sur ce que tu dis, il y a aussi des fois où tu te retrouves à défendre ton projet auprès de gens dont tu as parfaitement rien à faire. Tu as l'impression que ça sert à rien. Des élus locaux, un directeur d'association, voilà, des gens qu'on te dit qu'il faut absolument que tu rencontres et qu'en fait tu leur présentes le projet et tu ne comprends pas pourquoi. Et en fait ça va débloquer des choses parce que c'est des gens qui localement connaissent plein de gens. Et du coup ils vont parler de toi à l'industriel machin, et ça va tout de suite se débloquer et ils seront partants dans l'affaire, alors que tu pouvais pas soupçonner que ça avait de la valeur, quoi. Donc c'est vraiment... ouais, j'ai commencé en octobre et j'ai eu tous mes partenaires fin janvier. Et dans le Nord, c'était beaucoup plus long, mais parce que j'essayais de mettre en place ma démarche aussi en même temps, vu que c'était un projet de diplôme qui était du coup plus long. J'essayais de... pour le projet dans le Nord, j'ai fait des cartes à jouer, je vous ai montré quelques visuels de sortes de schémas à compléter avec les gens que je rencontrais sur place. J'essayais au maximum de faire en sorte que les gens gribouillent sur mes supports de présentation, des choses comme ça en fait, pour essayer de récupérer les infos, quoi. Oui. Moi, je voulais savoir, vous avez dit que vous avez fait des études du coup dans une école d'ingénieur. Oui. Est-ce que votre formation d'ingénieur, vous avez vraiment, est-ce que vous utilisez vraiment vos connaissances au sein de pratique d'ingénieur, ou ça vous a permis de connaître un peu plus et de pouvoir intégrer l'ENSIES, ou vraiment Non. Clairement, en sortant de l'UTC, je pensais que c'était juste... je vais être super cash, hein, mais je pensais que ça allait être juste une façon plus simple de travailler avec des entreprises, parce que c'est vrai que ça rassure les entreprises, avoir un diplôme d'ingénieur. Et j'avais ce sentiment-là que ça n'infiltrerait pas du tout ma pratique au final. Et je me rends compte dans la pratique que cet intérêt que j'ai pour les techniques de fabrication, ça paraît bête, mais voilà, les documents que je vous fais passer, arriver à traduire et faire l'intermédiaire entre du jargon technique et quelque chose d'intelligible pour un novice, je pense que c'est vraiment mon intérêt pour du coup le travail de conception et de fabrication que j'ai acquis en ingénierie, qui s'est traduit dans une pratique de designer. Et puis après, je pense que de façon plus macro, si je dézoome, je pense dans ma façon de travailler, je vais avoir des tics d'ingénieur, des façons d'organiser mon temps, mes déplacements. Et j'essaie d'avoir une approche un peu globale et systémique des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui peut... Quand j'ai passé mon diplôme à l'ENSI, on m'a dit que c'était quelque chose qu'au final, ces schémas-là, c'était quelque chose qu'on pouvait assimiler à de l'ingénierie de service. C'est marrant, c'est pas du design de service, c'est de l'ingénierie de service. C'est une discipline qui existe, que je ne connaissais pas, et qui effectivement va faire pas mal de montage de projets, donc effectivement ça se traduit aussi par une approche de projet en collectif qui est effectivement un montage un peu complexe, quoi. Et puis l'UTC, c'est une école d'ingénieurs cool. Il y a beaucoup de sciences humaines, beaucoup de sciences sociales qui sont enseignées à des ingénieurs, c'est pas commun en fait. Donc, oui. Oui, c'est une filière design en mécanique.